Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire spécial boulangerie. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est l'enjeu d'ouvrir un laboratoire en boulangerie-pâtisserie. On a la chance d'être accompagné d'Alexandre et Bastien. Alexandre, honneur à toi, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Alexandre, je suis le responsable commercial et marketing chez Menlog, le spécialiste de l'encaissement pour les boulangeries. Merci Alexandre. Donc Alexandre va nous partager son expertise sur tout ce qui est passage à l'échelle pour les boulangeries, notamment sur le fait d'ouvrir un laboratoire. Et je suis aussi accompagnée de l'indétrônable Bastien Vervarde, qui fait équipe avec moi depuis pas mal d'années. Je te laisse te présenter, Bastien. Bonjour à tous, donc Bastien, responsable commercial chez Octopus et bientôt le 50e webinaire aux côtés de Conaël. Mais on est toujours ravis de Toujours. partager nos connaissances sur tout ce qui est HACCP pour vous aider à être dans les clous en cas de contrôle sanitaire. Et moi, donc, je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HSCP. Et Octopus, c'est une application pour être serein en cas de contrôle sanitaire qui s'adapte à tous, restauration, mais aussi boulangerie. Et notamment, on a des fonctionnalités spécifiques pour les laboratoires. On verra ça aujourd'hui. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, si vous avez des questions, il y a le chat en bas à droite. Vous mettez vos questions soit dans le chat, soit dans questions. On y répondra durant le webinaire et à la fin, si on n'a pas eu le temps de répondre à tout, ou si c'est des questions qui ne sont pas avec le sujet qu'on aborde au moment où vous les posez. On a aussi, nous, de notre côté, des questions pour vous qui apparaîtront dans les sondages. Et restez jusqu'à la fin. On aura des cadeaux pour vous, notamment des guides pratiques à télécharger spécialisés en boulangerie. Alors, on a du pain sur la planche. On va voir ensemble tout ce qui est lié aux enjeux d'ouvrir un laboratoire, les problématiques liées au plan de maîtrise sanitaire et à la demande d'agrément sanitaire pour les labos. On va faire un focus sur la production, à la fois côté HACCP, donc traçabilité, étiquetage, mais aussi avec Alexandre sur la traçabilité des flux financiers. On verra les prérequis liés à la chaîne du froid et enfin, dernier focus sur l'hygiène et les plans de nettoyage, à la fois en production comme en boutique. Alors, on commence direct dans le vif du sujet. Pourquoi ouvrir un laboratoire? C'est un vrai enjeu. Alexandre, si tu veux bien commencer sur les différents modèles d'organisation pour les labos. Je te laisse la parole. Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de nos clients artisans qui se posent la question d'ouvrir un laboratoire sans forcément attendre d'avoir 5 ou 10 magasins. Pourquoi La première chose qui ressort, c'est évidemment des problèmes de production, en tout cas avoir des effets d'échelle, et mieux maîtriser la qualité de la production et puis, mieux faire face, aux difficultés de recrutement. Donc 2 modalités qui, se mettent en place généralement. La première, c'est de produire une partie de sa production, sur un autre site. Donc ça peut être un laboratoire dédié, mais ça peut être aussi, une répartition de la production entre magasins. Par exemple, si j'ai 2 points de vente, je peux commencer à faire, la pâtisserie pour ces 2 points de vente uniquement sur un magasin, donc un «magasin laboratoire» entre guillemets, qui va alimenter les 2 autres et puis, je continuerai de faire la viennoiserie et la boulangerie, sur mes 2 magasins. Ou alors, généralement pour des gens qui commencent à avoir, 4-5 points de vente, basculer vers un laboratoire central qui lui, va gérer toute la production. Alors là aussi, tout ou partie de la production, et pouvoir, alimenter les magasins. Donc des sujets de qualité de la production, des sujets d'équipement aussi, hein. Souvent, ça permet d'avoir de l'espace, plus conséquent, et donc d'avoir des machines, dernier cri. Et puis, si je vous prends l'exemple, de la pâtisserie, vous voyez bien, produire sa pâtisserie sur, 5 magasins, ça veut dire 5 pâtissiers, et c'est plus facile d'avoir 5 pâtissiers dans un seul et même endroit. Si jamais il y en a un qui est malade, vous pouvez quand même livrer, tous les magasins, tout le monde se serre un peu les coudes, mais ça ne sera pas le cas, si, vous avez un pâtissier dans un magasin. Donc ça oblige par contre, à, revoir complètement son organisation en termes de production, puisqu'on vient massifier la production, on doit gérer du transport. Il y a des problématiques de traçabilité qui ne sont plus gérées au point de vente, il y a des questions de chaîne du froid qui viennent, se greffer à ça. Lorsqu'on est sur du snacking, vous allez avoir aussi des sujets d'étiquetage. Donc c'est tous les sujets
que l'on va voir aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, peut-être vous dans le sondage, Pagonel, si tu peux lancer le sondage. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez Sur quel déjà modèle fait le pas et sur quel modèle vous êtes aujourd'hui? le Vous sondage est devez parti, vous avoir pouvez répondre. une petite pop-up qui s'affiche, voilà, pour savoir si vous êtes plutôt avec une production qui est partiellement déportée aujourd'hui ou si vraiment vous avez déjà tout centralisé. Merci Alexandre. Alors, donc, Alexandre nous a fait une super intro. En effet, les enjeux peuvent être multiples en fonction de votre situation. Et pourquoi ça va devenir un vrai enjeu, notamment d'un point de vue hygiène ou d'autres choses qui peuvent prendre de l'ampleur à partir du moment où vous grossissez, c'est que à la fois, vous allez avoir plus de production, donc vous avez plus de risques. Les risques vont être liés à de la production en plus grand volume, de la production plus diversifiée. Souvent aussi, quand on ouvre un laboratoire, on va pouvoir se permettre d'avoir peut-être plus de variétés de pâtisserie, plus d'offres en traiteur. Et il va aussi falloir donc livrer les terminaux ou les boutiques, comme a dit Alexandre. Et ça va générer plus de points critiques, donc plus de risques. Le deuxième gros élément, c'est qu'en fait, toute la chaîne doit être sous contrôle. C'est-à-dire que la production, le transport, le stockage, la cuisson, il peut aussi avoir des refroidissements rapides, du dispatch, la vente, etc. C'est une chaîne qui va s'allonger et qui va devoir rester sous contrôle pour s'assurer que tout est OK pour la sécurité alimentaire. Donc ça impacte la traçabilité amont, la traçabilité interne, la traçabilité aval, tout ce qui est lié au respect de la chaîne du froid, l'hygiène et surtout la formation des équipes. C'est hyper important de former vos équipes. Et enfin, quand vous allez vous faire contrôler, à partir du moment où vous êtes sur un système de réseau, les contrôles vont être plus exigeants. Pourquoi? Parce que plus de risques, donc on va faire plus attention pour s'assurer que les risques sont maîtrisés. Donc on va être déjà sur un modèle où le plan de maîtrise sanitaire, qui, je le rappelle, reste un document obligatoire, quels que soient les cas, mais on va tolérer un peu plus de flexibilité quand on est sur des petits sites. Mais par contre, quand vous êtes vraiment sur la production laboratoire, là, c'est une obligation derrière le PMS. Il va être demandé systématiquement. Vous allez avoir des contrôles plus poussés et des points de contrôle plus nombreux. Donc, on contrôle plus de choses et on va plus loin dans les contrôles. Donc, en fait, à partir du moment où vous passez en mode production de laboratoire, vous allez avoir beaucoup plus d'enjeux et on va voir un peu la checklist de tout ce qu'il faut bien mettre au carré pour être sûr d'être tranquille. Donc, les deux premières choses, c'est le plan de maîtrise sanitaire et la demande d'agrément. Donc, le plan de maîtrise sanitaire, je rappelle que c'est un ensemble documentaire qui est obligatoire à avoir sur chaque site. Alors, en général, sur les petits sites, parfois, vous n'avez pas de PMS ou il n'est pas à jour depuis longtemps. Le plan de maîtrise sanitaire peut être remplacé par un PMS digital, mais en fait, quelle que soit la manière dont votre PMS est fait, que ce soit du papier ou du digital, ça n'empêche pas qu'il doit être complet, compris et utilisé. S'il n'est pas complet, que personne ne sait ce qu'il y a dedans et qu'on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. Donc, je rappelle, le plan de maîtrise sanitaire, c'est un incontournable. C'est obligatoire et ça va regrouper tout ce qui est bonne pratique d'hygiène ou prérequis, les procédures fondées sur les principes HACCP et tous les protocoles liés à la traçabilité et à la gestion des non-conformités. À la fin du webinaire, on va vous envoyer un guide pour créer votre plan de maîtrise sanitaire et un autre guide pour appliquer votre plan de maîtrise sanitaire spécifiquement en boulangerie-pâtisserie. Alors, vous avez votre plan de maîtrise sanitaire, il est à jour, vous l'avez compris, c'est top, et vous ouvrez un labo où vous avez un site de production, vous allez transformer un peu en labo pour vos autres boulangeries. Et bien là, vous allez rentrer dans le cadre de l'agrément sanitaire. Donc déjà, savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quand est-ce que c'est obligatoire. Un agrément sanitaire, ça va être obligatoire à partir du moment où vous manipulez des denrées d'origine animale. Donc en boulangerie et pâtisserie, dans 99% des cas, à moins que vous soyez une boulangerie végane, il y a très très peu, mais ça existe, vous allez manipuler des œufs, du lait, du beurre, pour les produits traiteurs, du jambon, etc. Donc vous rentrez dans le cadre des denrées d'origine animale. Vous avez deux cas de figure. Premier cas de figure, en fait, vous n'êtes pas dans un cas de laboratoire, vous êtes dans le cas d'une boulangerie classique, vous faites de la remise directe au consommateur. Là, vous devez faire, quand vous ouvrez, une déclaration d'activité alimentaire, c'est le CERFA 13984. Si vous reprenez la boulangerie de quelqu'un, vous devez aussi mettre à jour le CERFA et l'envoyer à la DDPP. Donc ça, c'est une déclaration
obligatoire. Vérifiez que vous l'avez bien fait, parce que parfois, dans les reprises d'établissement, c'est des choses qui sont oubliées. Et en fait, en cas de contrôle, on va vous le reprocher parce que vous n'avez pas fait votre déclaration d'activité. Mais à partir du moment où vous rentrez dans un laboratoire, en fait, vous rentrez dans une autre case. C'est-à-dire que vous allez vendre à d'autres professionnels. Alors, attention, si vous vendez à des boutiques à l'intérieur de votre réseau et que c'est des boutiques qui ont un SIRET, en général, c'est le cas, qui ont un SIRET différent, qui sont des entités, enfin, sont des entreprises spécifiques, vous vendez à d'autres professionnels, même si vous êtes aussi responsable de ces boutiques. Donc, dans ce cas-là, vous devez obtenir un agrément sanitaire via le CERFA 13 983. Donc, le 984, c'est quand vous faites juste de la remise directe. Le 983, c'est quand vous allez vendre à d'autres professionnels. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une estampille sanitaire qui va valider cet agrément sanitaire. Donc, c'est les petites pastilles ovales avec FR plus le numéro de votre département, le numéro de votre commune, le numéro de l'entreprise et le badge CE que vous devrez apposer sur l'étiquetage quand vous allez faire des livraisons. Donc ça, c'est important. Et cet agrément sanitaire vient sanctionner le fait que votre laboratoire de production est aux normes. C'est-à-dire que vous avez eu un contrôle qui garantit que votre plan de maîtrise sanitaire est conforme, que les équipements sont aux normes, que les gens sont formés et habitués, et donc on vous délivre cet agrément sanitaire. Donc n'oubliez pas ça. L'idée, c'est pas on ouvre un labo et puis on fait comme avant. En fait, vous avez d'autres obligations à mettre en place. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. Alors, Jessica nous dit, où peut-on trouver ce CERFA? Je reprends une boulangerie en mai. Allez directement sur Google, vous tapez CERFA 13 984 et vous allez le trouver sur le site du gouvernement. Okay. Alors, vous avez votre plan de maîtrise sanitaire, vous êtes nickel. Vous avez fait votre demande de CERFA, vous avez votre estampille sanitaire, parfait. Maintenant, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout ce qui est lié à la traçabilité, qui est un pilier essentiel de la HACCP. Donc, la traçabilité, ça se fait sur 3 piliers. Le pilier amont, le pilier interne et le pilier aval. Le pilier amont, c'est quoi? C'est je garantis que tout ce qui arrive chez moi est fait l'objet d'un contrôle. Donc, en fait, je suis capable de le tracer et je garantis que c'est OK. Ce que je reçois chez moi n'a pas de problème. Donc, ça va se faire via un contrôle à réception. Le contrôle à réception, il se fait dans votre labo quand vous recevez de la marchandise, mais il va se faire aussi pour l'établissement que vous allez livrer. Lui va considérer que c'est un contrôle à réception quand vous allez livrer. Donc là, sur un contrôle à réception, qu'est-ce qu'on contrôle? Les produits reçus. Donc on va vérifier qu'il n'y a pas un seau de crème fraîche qui est éclaté sur le reste des produits, qu'il n'y a pas de produits qui sont dessous-vidés, qui sont moisis, que les DLC sont bonnes. Donc c'est tout ce qui est intégrité des emballages, que les DLC sont bonnes, oui, pas trop courtes, parce que si vous recevez de la marchandise qui est périmée dans 2 jours, bah, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec des DLC dépassés dans vos frigos, et ça, c'est carton rouge. Et surtout, on va contrôler les températures à réception. Donc la partie traçabilité, pour les contrôles à réception, c'est le fait de s'assurer qu'on a une traçabilité des produits. Donc, par exemple, on va conserver le bon de livraison de la marchandise qu'on nous a livrée, sur laquelle on est capable d'identifier les produits. Et on aura fait tous ces contrôles à réception en plus, température, etc. Ensuite, une fois que la marchandise est chez vous, lors de la production, vous allez devoir faire une autre traçabilité. C'est la traçabilité interne, c'est ce qu'on entend souvent par le fait de je conserve mes étiquettes de traçabilité, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier les ingrédients utilisés en production, c'est-à-dire à chaque fois que vous lancez une production, vous devez être capable d'identifier que tel produit a été utilisé dans telle production. A fortiori, si vous faites des énormes lots de production, c'est bien de pouvoir identifier chaque lot avec ses matières premières. Vous devez idéalement créer un numéro de lot interne, ce qui va vous permettre en fait de tracer la marchandise après dans son cycle de vie. C'est-à-dire que vous l'avez produite, vous allez la cuire, ensuite la refroidir, la conserver, la livrer, etc. Donc le numéro de lot vous permettra de la tracer. Et vous allez devoir éditer une DLC secondaire qui vous permet de garantir à quelle date la marchandise a été produite et jusqu'à quand elle est bonne. Donc ça, c'est la traça dite interne. Et enfin, vous avez la traçabilité aval, c'est-à-dire une fois que vous avez produit votre marchandise, vous devez être capable de tracer les produits livrés, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai livré, où et combien j'en ai livré. Donc sur chaque site, vous devez être capable de mettre en place une traçabilité. Et vous devez aussi contrôler la chaîne du froid lors de ces livraisons. Donc ça,
c'est les 3 types de traçabilité que vous allez devoir mettre en place dans votre laboratoire. Si on fait un petit focus sur le contrôle à réception, on va revenir légèrement dessus pour donner un peu plus d'infos. Vous vous faites contrôler, contrôle sanitaire, qu'est-ce qu'on va vous demander lors d'un contrôle pour voir comment vous faites votre contrôle à réception? On va vous demander la liste des contrôles de température du camion ou d'un produit par catégorie. Et en général, prenez le produit le plus sensible pour faire le contrôle de température, plus la traçabilité du bon de livraison. La traçabilité du bon de livraison, ça sert à 2 choses. La première chose, à votre comptabilité, donc ça permet de contrôler ce qu'on vous a livré. Et la deuxième chose, ça permet de garantir, dire voilà, moi je sais que les œufs qu'on m'a livrés ou la crème fraîche ou le lait ou la farine vient de tel endroit, puisque j'ai gardé les bons de livraison. Comment on conseille de contrôler la température lors d'un contrôle à réception? Utilisez plutôt un thermomètre laser, ça permet d'avoir la température à cœur. Après, si vous avez des sondes, vous la mettez entre 2 produits, ça évite de dessous-vider. Par contre, juste regarder la température sur l'affichage digital du camion, franchement, c'est pas très fiable, donc c'est pas quelque chose qui est recommandé. L'objectif, c'est de vérifier que la température des produits à cœur est correcte. Que faire en cas de problème? Si la température du camion ou des produits n'est pas conforme, en fait, vous devez refuser la marchandise. Je sais que c'est galère, mais en fait, vous devez le faire. Et le fait de prévenir votre chauffeur-livreur et la société qui vous livre que en fait, vous faites des contrôles à réception qui sont stricts et qu'en cas de problème, vous refusez la marchandise, ça aide aussi à avoir des marchandises qui sont livrées dans de bonnes conditions. Attention, en cas de contrôle d'hygiène, on peut vous demander de retrouver les infos d'une date précise. Donc en fait, c'est important de le faire systématiquement. Donc ça, c'est pour la marchandise qui arrive chez moi. Une fois que la marchandise est chez moi, l'objectif, c'est d'identifier les matières premières utilisées au cours de ma prod, les ingrédients de ma recette. Donc on conseille de faire plutôt l'identification des étiquettes de traçabilité au moment de la production, pas au moment de la livraison. Parce que si vous réceptionnez la marchandise et que vous faites tout votre inventaire de traçabilité à ce moment-là, on ne saura pas quand ça va être utilisé. Donc, ça ne permettrait pas de savoir dans quel lot de croissants, de crème pâtissière ça a été utilisé. Donc, faites-le au moment de la prod. Qu'est-ce qu'on conserve au moment de la prod? On va conserver à chaque fois le nom du produit, le numéro, la DLC. Ça doit être fait sur tous les produits. Et soyez hyper rigoureux sur ceux qui ont des gros risques sanitaires. Il y en a quand même un peu plus sur les œufs ou les laitages à cause de la listeria ou d'autres risques que sur de la farine, mais il y en a partout. Donc, conservez ces informations sur tous les produits. Si vous avez, par exemple, 10 sacs de farine qui ont tous le même numéro de lot, vous n'êtes pas obligé de conserver les 10 étiquettes. Vous pouvez le faire pour une seule. L'objectif, c'est d'être capable de retrouver le lot. C'est pas forcément d'avoir, je ne sais pas, je déconditionne 50 briques de lait, j'ai pas besoin de conserver la traçabilité de mes 50 briques de lait si elles ont le même numéro. Donc conservez-le sur un échantillonnage. Comment? Il y a plein de manières. Vous pouvez découper l'étiquette, recopier l'information ou prendre en photo. En fait, d'un point de vue réglementaire, vous avez une obligation de résultat et pas de moyens. Et la durée de conservation, c'est 6 mois pour les produits périssables. Donc un produit périssable, c'est une DLC inférieure à 3 mois, donc vraiment une date limite de consommation. Et par contre, attention, pour les produits qui ont des dates beaucoup plus longues, des DDM, des dates de durabilité minimale, c'est 5 ans. Et c'est super long. Donc, c'est la réglementation, c'est comme ça. Vous devez être capable de retrouver un archivage jusqu'à 5 ans sur ces produits. C'est pour ça que la digitalisation, c'est quand même plutôt pratique. Bastien, c'est quoi les méthodes que tu conseilles pour justement effectuer cette traçabilité, notamment dans les laboratoires? Alors, j'en conseille qu'une, hein, c'est d'utiliser Octopus, mais on peut en faire d'autres quand même. Donc si on n'a pas d'outil, type Octopus HACCP, hein, ce qu'il faut faire, c'est de découper l'ensemble de ces étiquettes de traçabilité et de les conserver, hein, avec les informations dont, on vient de citer. Donc ça, effectivement, en cas de contrôle, un contrôleur peut vous les demander, qu'elles ont, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Donc nous, ce qu'on a, fait avec Octopus, c'est qu'on a intégré l'IA, via l'IA traçabilité. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, d'un produit, on va récupérer automatiquement donc 3 informations: le nom du produit, le numéro de lot
et la DLC. Ça tombe bien, c'est exactement les informations dont vous aurez besoin en cas de contrôle. Donc l'objectif, effectivement, c'est de vous faire gagner énormément de temps et surtout qu'en cas de contrôle, vous puissiez facilement retrouver une étiquette de crème pâtissière ou via un numéro de lot si vous avez un rappel produit fournisseur. Ça, pour les laboratoires, le gain de temps, il est x3 par rapport à ce qu'on veut faire d'habitude si vous avez de plus en plus de volume. Donc, vous passez l'âge de seconde, on va dire. Là, au moins, avec la traçabilité, tout est stocké au bon endroit. Toutes les équipes peuvent facilement faire la traçabilité via Octopus. Top. Et on a une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes encore à la découpe des étiquettes ou est-ce que vous êtes passé sur d'autres solutions comme le digital? N'hésitez pas à nous répondre. Merci Bast. Ouais, l'IA, ça aide vraiment, vraiment sur la traçable parce que ça permet vraiment de prendre la photo et d'avoir les infos qui sortent. Donc en fait, en cas de rappel, notamment sur un labo, ça vous permet de savoir quels produits sont concernés plus facilement. Alors, on a conservé les étiquettes en interne. Maintenant, il faut qu'on étiquette. Ça, c'est un vrai, vrai sujet. Donc, obligatoire. Les produits doivent être étiquetés dès la sortie du laboratoire avant leur livraison. Donc, en fait, dès la fin de la prod, vous devez étiqueter. C'est pas je livre et puis au labo, sur boutique, pardon, en boulangerie, je vais étiqueter. C'est vraiment la traça, c'est vous faites arrêter, il faut que vous puissiez ouvrir le camion, la camionnette, et dedans, les produits sont étiquetés. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Chaque étiquette, l'objectif, c'est que que chaque étiquette permette la bonne transmission des informations du produit au site livré. En fait, qu'on sache c'est quel produit, quand est-ce que ça a été produit, quelle est la DLC, et avec la petite estampille sanitaire, là vous avez un exemple dessus. Donc l'étiquetage doit indiquer systématiquement identification du produit. Alors par exemple, si vous livrez des macarons, vous n'êtes pas obligé de marquer macaron vanille, macaron chocolat, etc. Vous pouvez marquer juste macaron. C'est des entremets, ça peut être des entremets. Mais plus c'est précis, plus ça vous permettra déjà de vous y retrouver dans vos prods et d'avoir une étiquette qui est conforme. La date de fabrication, attention, il ne s'agit pas, on met pas si vous avez des étiqueteuses dateuses, souvent il n'y a qu'une date. Parfois vous mettez la date de prod, parfois vous mettez la DLC, au final on ne sait pas vraiment. Il faut que vous ayez les deux dates, surtout en labo. Parce que ça prouve en fait que la DLC est suffisante, donc la date de prod, ou de décongélation, ou d'ouverture, et la date de consommation finale. Votre estampille sanitaire, si vous avez un agrément sanitaire, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur l'estampille, j'y reviendrai à la fin. Et le numéro de lot, ça, à partir du moment où vous faites de la prod en labo, ça devient critique. Il vous faut un numéro de lot, sinon vous arrivez, sauf si vraiment vous faites une prod par semaine en monoproduit, mais sinon vous n'arriverez pas à tracer ce que vous faites. Donc les méthodes, il y a plein de méthodes pour étiqueter. Bastien. Encore une fois, hein, donc au début, effectivement, on peut avoir des étiquettes à la main, se les préparer, se les acheter, il n'y a pas de souci. Sauf qu'effectivement, il va falloir noter 2 informations, hein, la date de production, la DLC, même le nom du produit ainsi que le numéro de lot. Donc en fonction du nombre de productions que vous avez, à faire, vous avez 4 informations à écrire. Il faut que ce soit bien lisible, qu'on n'ait pas bavé, que l'étiquette soit pas mouillée, ça commence à faire pas mal de si. Donc nous, on travaille avec une étiqueteuse qui est directement reliée à l'application. On va venir paramétrer donc plusieurs choses, vos DLC, secondaires sur vos matières brutes, on va dire du jaune d'œuf, du blanc d'œuf. Vous pouvez facilement étiqueter vos produits et en laboratoire, on va aller un petit peu plus loin. On va aller, insérer, le numéro d'agrément sanitaire si nécessaire, une, liste d'ingrédients. Donc comme ça, vous pouvez envoyer ensuite vos productions directement dans vos établissements. Ce qui fait que vous avez, entre le laboratoire et vos établissements, une traçabilité complète et vos établissements peuvent utiliser les produits au fur et à mesure et bien les tracer via la traçabilité qu'on a vue juste avant. Merci Bast. Une question de Jessica qui nous disait comment on pourrait étiqueter nos produits finis en rayon sans gêner la présentation d'un produit. En fait, vous êtes pas, on ne va pas étiqueter un croissant techniquement. En fait, vous pouvez étiqueter les plateaux, par exemple. L'objectif, c'est de savoir ce qu'il y a à partir du moment où le produit est en vitrine. En général, en vitrine, vous ne laissez pas vos produits 12 jours. Donc, à partir du moment où il est en vitrine, ça peut être, c'est pas obligé d'être étiqueté. Mais en tout cas, quand vous le recevez, étiquetez les plateaux, étiquetez les plaques, étiquetez les bacs. Comme ça, quand vous les stockez en chambre froide, ça vous permet de savoir ce qu'il y a dessus. J'espère que j'ai répondu à votre question, Jessica. Alors, on a vu la traçabilité côté produit, mais il n'y a pas que celle-là qui est importante, parce que si on ne trace pas les flux financiers, on est complètement perdu sur les commandes, la prod, la compta, et je laisse notre expert Alexandre clarifier tout ça.
Ouais, merci Gwen. C'est vrai que tu l'as dit, hein, aujourd'hui, on doit tracer, vraiment, l'origine des produits et savoir d'où ça vient. L'enjeu souvent d'un labo, c'est aussi, de mieux rationaliser, sa production et donc de mieux suivre ses marges et ça peut vite devenir, difficile, en tout cas, si c'est pas correctement fait. Donc je vous ai remis, 2 petits schémas, tels qu'on a vu au départ. Le principe, du déport partiel de la production, hein. J'ai un labo où je fais uniquement ma pâtisserie et puis, éventuellement, je peux commencer à multiplier mes labos, un où je fais ma pâtisserie, un où je fais, mon pain, voire je continue à faire du pain dans mon premier magasin et donc je vais commencer à avoir des flux qui peuvent être assez, compliqués. Généralement, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que, bah, ça commence avec des fichiers Excel, il peut y avoir des coups de fil, il peut y avoir des canaux WhatsApp, partagés par magasin, au global, et ça peut vite devenir un cauchemar. Pourquoi? Parce que très vite, vous allez vous retrouver avec énormément de, commandes différentes à gérer. Donc vos équipes en magasin ne connaissent plus ou moins vos équipes de prod, elles se croisent presque plus. Vous n'avez pas forcément au début toujours quelqu'un pour faire, le chef d'orchestre, de tout ça. Et donc être capable de faire la distinction, par exemple, de quelque chose de tout bête, mais du type de commande que vous allez recevoir au labo de production. Est-ce que c'est des commandes de réappro du magasin? Est-ce que c'est des commandes pour des clients? Et donc je dois les packager de manière différente. Est-ce que c'est des commandes pour ceux, pour les clients particuliers de ce magasin? Ou alors est-ce que c'est des commandes pour des pros? Voilà, ou pour, des plateformes de click and collect. Donc tout ça, ça vous demande aussi une information qui doit remonter jusqu'aux personnes au laboratoire pour pouvoir, emballer, on va dire, de manière distincte, les produits. Évidemment, on l'a vu, vous allez devoir gérer vos différents sites et puis, derrière, ça va vous engendrer des flux, très différents, j'y reviendrai. Pourquoi c'est important? Parce que ça vient impacter votre planning de production. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de tableaux blancs, des récapitulatifs, éventuellement quelques feuilles papier. Par contre, ce qui est très difficile lorsqu'on va multiplier, les cas, c'est d'avoir une vision très claire pour votre boulanger, pour votre tourrier, pour votre pâtissier lorsqu'il arrive le matin, de qu'est-ce qu'il doit produire en quantité, par produit ou par catégorie de produits, voire parfois par site, parce que les horaires de livraison peuvent différer, selon vos sites, voire éventuellement par client. Parce que, vous allez avoir des clients qui vont demander d'être livrés, je pense à des restaurateurs, que le soir ou alors d'avoir, un premier lot de livraison, pour midi, un deuxième lot pour le soir et cetera. Voire qui vont se réapprovisionner éventuellement, sur différents points de vente. Vous devez livrer, les restaurateurs de telle rue sur le magasin 1 tous les jours de la semaine, sauf le lundi, parce que le magasin est fermé le lundi et donc le lundi, vos restaurateurs doivent aller sur le magasin B. Donc tous ces infos-là, c'est des éléments que vous devez avoir bien en tête. Donc dès qu'on est sur de la saisie manuelle, sur des échanges SMS, sur des WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la perte d'informations, ça génère des problèmes de prod, que ce soit des erreurs sur, les délais, sur les quantités, sur, les lieux de livraison. Vous perdez beaucoup de temps, à refaire, à de la ressaisie de commande, hein, tout simplement, de la ressaisie d'informations pour pouvoir la centraliser proprement pour vos équipes labo. Et puis, surtout, vous pouvez oublier, de facturer. C'est souvent ce qui se passe, hein, parce que vous n'allez pas facturer au fil de l'eau. Souvent, vous allez facturer, fin de mois et donc, savoir, ben, quel est le niveau de marge, que vous devez piloter magasin par magasin, parce que vous allez avoir de la perte, des pertes qui peuvent être liées aux livraisons. Donc, tout à l'heure, on parlait, de contrôle des livraisons, à l'entrée en magasin pour la chaîne du froid. C'est valable aussi, au niveau commande. Est-ce que vous avez des écarts entre ce que les magasins ont commandé et ce que le labo a livré et ce qui est rentré? Est-ce que vous avez des pertes ensuite, au niveau de la prévision des ventes? Est-ce que vos magasins qui ont toujours peur de manquer, ils vous demandent des réappros, qui sont vraiment, cohérents et donc comment vous remontez, votre casse et vos pertes? Est-ce que, vous avez des problèmes liés à la DLC? Voilà, tout ça, c'est des informations dont vous allez avoir besoin, qui peuvent vite devenir, difficiles à maîtriser si elles ne sont pas informatisées. Alors, quand vous avez des outils informatiques, ça permet, d'automatiser ce genre de choses. Par exemple, on a des outils aujourd'hui qui, lorsqu'un magasin va vous faire une commande directement, depuis sa caisse,
Le labo va recevoir la commande, va pouvoir la valider et gérer les différents états de commande, la transformer en BL, et puis ce BL sera directement réceptionné comme une entrée en stock dans le magasin. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de faire ces entrées de stock, ce recomptage, et la facturation s'enchaîne. Ça, c'est le cas très simple où j'ai un labo, un magasin, mais je peux avoir du multi-labo, du multi-magasin, et donc c'est ce que je vous disais. Je vais devoir splitter, ventiler mes commandes en fonction du type de labo et de ce que veut le magasin. Donc on ne va pas embêter le magasin, on va lui dire voilà, tu fais ta commande de Réapro globale, en fonction des produits, ça va partir directement soit sur le labo, je vous ai pris un exemple avec pâtisserie, viennoiserie, hein, c'est ce qu'on voit souvent dans la différenciation si j'ai plusieurs points de production. Les commandes du magasin liées à la pâtisserie arrivent uniquement au labo de pâtisserie. Les commandes de viennoiserie arrivent uniquement au labo de viennoiserie. Et puis, même schéma derrière, ces deux laboratoires vont faire leur préparation, vont vous livrer. L'édition des bons de livraison va transformer la commande en facture à la fin du mois. Et puis, je n'ai pas de facture d'achat à ressaisir en magasin. Tout est renseigné. Voilà. Donc, on peut aller assez loin. On peut mettre en place différents outils qui peuvent vous faciliter la vie. Souvent, ce qu'on voit, c'est des cadenciers de production. C'est-à-dire qu'on sait que chaque site va commander telle quantité de produits en fonction des jours. On peut le mettre également pour avoir des commandes pour les professionnels. L'idée derrière, c'est d'avoir vraiment une vision globale 360 de votre production. Qu'est-ce que je dois produire tous les jours, par demi-journée, par catégorie de produits, par site de livraison, par type de commande. Voilà. Tout ça est automatisé. Je vois la question, Baptiste, effectivement, ça génère directement la facturation, notamment, comme le disait Gwenaël, la plupart du temps, les magasins ont des SIRET différents du laboratoire de production, et donc vous êtes obligé de facturer. Donc là, toute cette partie commande facturation est chaînée automatiquement, et vous n'avez pas besoin de refaire des factures. Tout se transforme automatiquement en fin de mois et sera intégré à votre comptabilité. Voilà. Donc pour les sujets d'inventaire, de maîtrise et de contrôle de la perte ou de la casse, c'est important. Et puis, ça vous permet vraiment d'aller au bout du principe du labo, c'est-à-dire piloter la marge, non seulement à la catégorie de produits et aux produits, mais aussi au site de vente, pour voir si vos équipes de vente en magasin font des bonnes prévisions de vente. Ça, c'est la première chose. On peut mettre en place des cadenciers qui sont alimentés automatiquement par les prévisions de vente. Est-ce que les inventaires sont bons? Est-ce que vous avez de la perte ou du vol? Voilà, tout ça, c'est des éléments que vous allez avoir besoin de visualiser, qui sont plus difficiles à visualiser lorsqu'on a un multisite et qu'on n'est plus forcément dans chacune des boutiques tous les jours. Merci Gwenaël, Alexandre. la chaîne du froid. La chaîne du froid. Donc, la chaîne du froid, c'est un truc clé. Donc, vous produisez, vous êtes capable de tracer, vous avez une compta qui est clean, une gestion des appros, vous n'êtes jamais en rupture. Jusque-là, c'est un monde merveilleux. Tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer du bon respect de la chaîne du froid. Donc, la chaîne du froid, c'est quoi? C'est s'assurer que le produit, pendant tout son cycle de vie, de la matière première à la réception, en passant par le stockage, la transfo, la livraison, la présentation en vitrine, ne dépasse jamais la température maximum, afin de s'assurer qu'en fait, les bactéries ne se développent pas. C'est pas plus bête que ça. Alors, ça passe par quoi? Souvent, quand on ne sait pas trop par quel bout prendre la HACCP, on est un peu perdu, on a l'impression qu'il faut à la limite se balader avec un thermomètre toute la journée. Ce n'est pas forcément le cas. L'idée, c'est de le faire sur des choses clés. Donc, la première chose, c'est les températures de stockage. Donc, comment on fait? Déjà, il faut équiper les enceintes d'un thermomètre étalonné. Le petit thermomètre que je vous ai mis là, ça coûte à peu près 1 € chez Métro ou chez n'importe qui. Vous les mettez dans vos enceintes froides. Ça permet d'avoir un contrôle de la température, puisqu'on considère que l'affichage digital des enceintes froides est souvent assez faux, c'est-à-dire qu'il est difficilement étalonnable, on ne peut pas trop le contrôler, donc mettez un petit thermomètre. En cas de contrôle, on vous demandera d'avoir des thermomètres de contrôle dans vos enceintes froides, positives ou négatives. Et donc, vous devez contrôler chaque jour la température de vos enceintes froides et relever la température. En fait, en termes d'obligations réglementaires,
ce que vous avez comme obligation, c'est de garantir la chaîne du froid. On ne vous dit pas comment vous devez le garantir, mais vous devez garantir la chaîne du froid. Donc, un des moyens, c'est de dire, bah voilà, moi, tous les matins, je contrôle mes enceintes froides. Il y a aussi la solution d'avoir des capteurs de température. C'est Bastien qui va vous en parler. Mais si vous le faites manuellement, vous devez enregistrer le nom de l'enceinte froide, la température relevée, le jour et l'heure du relevé, le nom ou les initiales de la personne ayant fait le relevé et les actions correctives en cas de problème. Et pour info, sur les chambres froides de plus de 10 mètres cubes, la réglementation vous impose d'avoir des enregistreurs en continu de température. Donc, tous les matins, on arrive, avant de lancer la prod, on vérifie qu'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid, c'est-à-dire de porte mal fermée, de frigo qu'on lâchait ou de coupure de courant qui fait qu'on a perdu toute la cam et qu'on ne va pas se lancer à faire des productions avec de la cam qui a eu une grosse rupture de la chaîne du froid. Donc, les différents moyens de sécuriser votre prod, Bastien, je te passe la main. Yes. Donc effectivement, vous pouvez avoir une feuille, imprimée par enceinte froide avec effectivement, votre, relevé noté, qui est-ce qui te l'a fait, faire ses initiales, et cetera. Bien les retrouver en cas de contrôle. Donc sinon, nous, ce qu'on propose sur Octopus, ça va être de le faire directement depuis votre smartphone ou votre tablette, où chacune de vos enceintes froides sont renseignées. Vous aurez juste à noter la température, automatiquement sera enregistré le jour, la date, l'heure et le nom de l'agent qui a fait le relevé de température. Pour aller plus loin et si vous avez, des chambres froides avec pas mal de cams, on va pouvoir proposer effectivement une solution de capteur de température, ce qui fait que ça prend automatiquement la température de vos enceintes froides quand vous n'êtes pas en production, hein, parce que si vous avez le nez dedans, on n'a pas besoin de vous envoyer une alerte et les alertes qu'on envoie, donc en cas de dépassement de température, vous aurez, un SMS, un mail au, responsable concerné, une alerte SMS pour vous dire: «Attention, la température est trop élevée dans telle ou telle enceinte froide et il va falloir, y apporter une action corrective». Donc ça peut vous sauver des productions, ça peut vous sauver un problème et effectivement, ça vous permet de mieux gérer, votre laboratoire. Si vous avez plusieurs établissements, on ne peut pas être au four et au moulin. Donc si on a des capteurs de température dans ces chambres froides, ça vous permet effectivement de mieux gérer à distance, vos contrôles. Et par exemple, sur les chambres de pouce, ça permet aussi d'avoir les courbes de température, de vérifier que vos chambres de pouce se comportent correctement. Donc voilà, ça marche en positif et en froid négatif. Et Jessica nous demande si on a un problème sur les sondes, on reçoit une alerte, en combien de temps peut-elle être changée? Alors, vous recevez une alerte, oui, par SMS. On règle ensemble les délais. Il y en a qui veulent l'avoir au bout de 30 minutes d'exclusion de température, d'autres au bout de 45, pour éviter les effets ouverture-fermeture. Il y en a d'autres qui les veulent plus courts. Donc, en fait, on s'adapte à vos besoins. Et en combien de temps peut-elle être changée? J'aimerais bien que vous précisiez votre question, parce que je ne sais pas si vous parlez de la sonde ou de l'alerte ou d'autres choses, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très, très simples à mettre en place. Alors, je vais avancer un peu, puis après, je vais reprendre les questions. Le refroidissement rapide, donc ça, c'est une étape critique. Vous avez fait des préparations chaudes que vous allez refroidir, typiquement de la crème pâtissière. C'est une étape à risque. Alors, en général, en boulangerie, vous êtes équipé de cellules de refroidissement. Si vous n'êtes pas équipé de cellules de refroidissement, je rappelle qu'il est interdit de refroidir des denrées chaudes dans des enceintes froides ou des congélateurs. Pourquoi? C'est pas pour l'enceinte froide en tant que telle, c'est parce qu'en fait, dans l'enceinte froide, il y a d'autres denrées. Le fait de mettre du chaud dedans va faire monter la température de tout l'espace. Et du coup, bah, les autres denrées vont avoir une rupture de la chaîne du froid et c'est la fête de la bactérie. Et en plus, ça flingue les moteurs qui sont absolument pas faits pour ça. Donc, si vous avez une cellule de refroidissement, vous n'êtes pas exempté de noter votre couple temps-température. En fait, que vous en ayez ou vous en ayez pas, vous devez noter votre couple temps-température, c'est une obligation réglementaire. Pourquoi? Parce qu'entre 63 degrés et 10 degrés, c'est la fête de la bactérie. La multiplication des micro-organismes est rapide. En fait, la population peut doubler selon les bactéries toutes les 20 à 30 minutes à 25 degrés. Donc, c'est vraiment la teuf. L'objectif, c'est de traverser cette zone de risque le plus vite possible. Donc, on a défini, la réglementation et les experts mandatés ont défini un temps maximum de 2 heures pour passer de 63 à 10 degrés. Ensuite, les experts ne disent rien entre ce qui se passe entre 10 degrés et le stockage à 3 degrés. Grosso modo, vous sortez votre cam de votre cellule de refroidissement, vous la mettez directement au frigo.
le risque est quasiment annihilé à 10 degrés, même s'il y a toujours un risque. En fait, plus on est froid, plus le risque diminue. Mais voilà, la réglementation dit rien entre 10 degrés et 3 degrés, et vous stockez à 3 degrés. Par contre, le temps qui est au-dessus de 63 degrés ne compte pas. Donc en fait, comme vous avez que 2 heures, si vous mettez de la marchandise à 90 degrés en cellule et qu'il vous faut 2 heures et demie pour atteindre les 10 degrés, en fait, là, vous êtes dans le cas d'une non-conformité. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez du 90 degrés, vous attendez que ça redescende à 70 degrés et ensuite vous mettez en cellule, puisqu'en fait, le temps passé au-dessus des 63 degrés ne compte pas. Pourquoi? Parce que la très grande majorité des bactéries sont tuées à partir de 63 degrés. Donc, ce qui se passe au-dessus, il n'y a pas de risque bactériaux. Par contre, en dessous, on n'est pas dans un univers stérile. Donc, vous allez avoir des levures, surtout en boulangerie, vous pouvez avoir de la manipulation, enfin des choses qui peuvent contaminer votre préparation. Et donc, vous pouvez avoir un développement bactérien. Donc, l'objectif, c'est on diminue le plus vite possible pour arriver à 10 degrés. Donc, qu'est-ce que je dois noter pour mon couple temps-température? Au départ, je note le nom du produit, l'heure de départ du refroidissement et la température à cœur du produit. Et lorsque le refroidissement est terminé, je note l'heure de fin du refroidissement et la température. Et là, je suis nickel dans la réglementation. Vous avez refroidi, vous restockez au frigo, et là, hop, on démarre le Citroën C15 ou le Kangoo ou, de manière un peu plus moderne, la petite fourgonnette que vous avez pour faire vos livraisons. Et là, vous allez livrer. Donc là, c'est pareil, vous avez des obligations réglementaires. Donc, vous devez noter systématiquement et tracer. Au départ du laboratoire, vous devez vérifier la température des produits, c'est-à-dire je sors ma cam de ma chambre froide, je vérifie qu'elle est bien à 3 degrés. Je la mets dans ma camionnette. Alors, la camionnette, vous n'êtes pas obligé d'avoir une camionnette réfrigérée. Vous pouvez avoir une camionnette normale. Par contre, vous n'avez pas le droit de transporter de la marchandise qui est censée être tenue à 3 degrés dans un environnement qui ne permet pas de la maintenir à 3 degrés. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, vous pouvez avoir des petites norvégiennes, des bacs avec une température dirigée, avec des bacs de glace. Même ça peut être artisanal, mais même une glacière. Mais en fait, il faut que vous ayez un contenant qui vous permette de maintenir la température à 3 degrés maximum. Donc, vous devez contrôler la température au départ et à l'arrivée. Et s'assurer qu'en fait, il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid pendant le transport. Si on est sur du surgelé, c'est moins 18. Donc c'est pareil, on ne met pas du surgelé dans une glacière en faisant 20 km au mois d'août en espérant que ça arrive plus ou moins encore surgelé sur la boutique d'arrivée. Non, ça doit arriver à moins 18, ça ne doit pas arriver à moins 5. Parce que là, vous avez un processus de décongélation qui est en cours. Donc, vous devez vraiment veiller à ce que la température lors des livraisons soit contrôlée au départ, pendant le trajet et à l'arrivée. Et vous devez évidemment enregistrer ces relevés. Vous devez apporter une preuve que le produit est conforme au départ. Et donc, à l'arrivée, la boutique doit aussi contrôler la température, faire une vérification visuelle des produits et valider la réception. En fait, comme un contrôle à réception. Et ces relevés vont constituer la preuve que la chaîne du froid a bien été respectée pendant le transport. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand on livre. Même si on n'a pas des gros moyens d'équipement, il faut au moins que vous ayez un système de glacière, etc. pour vos livraisons. C'est OK pour les températures. Donc ça, c'était vos obligations. C'est principalement stockage, descente en température, livraison. Après, si vous avez d'autres protocoles en interne, évidemment, vous devez contrôler la température pour vous assurer que c'est OK, qu'il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid jusqu'à la mise en vente. On va fermer la parenthèse de la température. Je répondrai à vos questions juste après. Et on va passer sur le côté hygiène, donc plein de nettoyage et de désinfection, que ce soit en prod ou en boutique. Alors, un bon plan de nettoyage, déjà, ça commence par une bonne séparation des zones de travail. Donc, ce n'est pas tant le plan de nettoyage, c'est l'organisation de votre laboratoire ou de votre boutique ou de votre fournil. Vous devez séparer les zones de travail. C'est le principe de la marche en avant, c'est-à-dire que chaque zone va correspondre à une étape précise de production. Et l'objectif, c'est d'éviter tout croisement entre les produits crus et cuits. Alors, évidemment, vous n'avez pas tous des laboratoires qui font 200 mètres carrés, qui sont flambant neufs. Donc, parfois, vous essayez de faire comme vous pouvez. Si vous n'avez pas la possibilité de faire une marche en avant physique, vous pouvez faire une marche en avant temporelle. C'est-à-dire, je vais d'abord
faire mes préparations crues et ensuite je désinfecte et ensuite je vais manipuler mes produits cuits. L'idée, c'est de jamais faire rentrer en contact du cru, du cuit sur du cru sur du cuit parce que les petites bactéries qui sont présentes dans le cru vont aller contaminer les produits qui sont cuits. Donc, c'est le principe de la contamination croisée. Donc, pour éviter la contamination croisée, on vérifie aussi que le matériel et les ustensiles sont nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation et que la circulation du personnel est maîtrisée pour limiter les allers-retours entre les zones. Ça, c'est des choses qui sont importantes, parfois difficiles à mettre en place dans des établissements où il n'y a pas beaucoup d'espace, mais des choses qui sont importantes pour la sécurité de vos consommateurs. Une fois que vous avez bien géré votre laboratoire, l'organisation, etc., vous avez un plan de nettoyage et de désinfection à mettre en place. Donc ça doit faire partie de votre plan de maîtrise sanitaire. C'est une obligation réglementaire qui est liée à la méthode HACCP. Votre plan de nettoyage et de désinfection doit être à jour. Si on a fait des travaux dans son laboratoire, si on a changé l'organisation, on doit mettre à jour son plan de nettoyage. Il doit comprendre des protocoles de contrôle de nettoyage, qui, quoi, quand, comment, etc. Et vous devez aussi avoir des produits d'entretien qui sont utilisés, qui sont homologués. Je répète, le vinaigre blanc, ce que je veux dire chaque webinaire, le vinaigre blanc n'est pas un produit homologué. Le vinaigre blanc n'est pas virucide, n'est pas bactéricide, n'est pas levuricide. Donc attention aux méthodes un peu naturelles, notamment si vous travaillez des levains et que vous êtes dans une boulangerie assez nature, vous devez quand même avoir des produits levuricides et fongicides. Et en effet, ça peut tuer les levures, donc ça peut poser problème, mais vous devez utiliser des produits adaptés, il en existe pour les boulangeries, pour éliminer les levures indésirables, les moisissures, les spores dans les zones où vous manipulez de la farine. Donc ça, c'est super important. Et pour tous ces produits, vous devez avoir la documentation, c'est obligatoire, fiche de données sécurité et les fiches techniques. Parce qu'en cas d'accident, c'est ce que vous allez fournir au centre antipoison. Bastien, c'est quoi les méthodes pour suivre un plan de nettoyage et de désinfection? Yes, donc effectivement, on peut avoir, une feuille papier, qu'on a fait sur Excel il y a quelques années, mais qui est pas forcément à jour avec les bons produits, avec les bonnes fréquences. Nous, ce qu'on va pouvoir, intégrer, c'est votre plan de nettoyage directement dans l'application. Vous avez, une checklist en fonction de la fréquence, l'intégration de votre fiche technique et votre fiche de données de sécurité en fonction de votre PMS et surtout, ben, en cas de changement, on peut modifier votre plan de nettoyage qui vous permet, en fait, de savoir quand est-ce que vous, devez faire vos tâches, qui les a fait et en cas de contrôle, pouvoir ressortir, par exemple, la journée du 12 février, savoir qui a fait quoi. Est-ce que c'est bien, propre et on a même des photos pour prendre la preuve. Donc ce qui fait que même si vous êtes dans une boutique, vous pouvez vérifier à distance si le laboratoire a bien été nettoyé. Et vraiment nettoyer. Exactement. Merci Bastien. Alors ça, c'est la prod, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est une question d'hygiène et c'est aussi une question de vente, c'est la zone de caisse. Donc là, je vais laisser la parole à Alexandre, qui est le maître Merci, de l'encaissement. Gwen. En effet, pourquoi il ne faut pas oublier la zone de caisse? Tout simplement parce que c'est principalement là que votre client va voir ce que vous faites. Et donc la perception de propreté et d'hygiène de vos produits et de vos équipes va se ressentir essentiellement à ce moment-là, la zone de caisse étant la zone de décision d'achat par excellence. Donc, ce à quoi vous devez faire attention, c'est d'abord vos installations en caisse. D'accord? Je vous ai mis quelques exemples. On recommande généralement d'avoir du matériel qui est monté sur des mâts. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à nettoyer. Vous avez moins de câbles, vous avez moins de poussière, moins de zones où vont s'accumuler voilà, les miettes, la farine et toutes les petites choses qu'on peut avoir en boulangerie. Et c'est beaucoup plus simple à nettoyer pour vos équipes. Donc la plupart du temps, lorsque vous avez une installation sur mât, vous allez moins galérer que la bonne vieille caisse posée sur le tiroir caisse, les imprimantes un peu partout, des câbles à droite, à gauche. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'on parle hygiène en magasin et notamment en boulangerie, il y a un incontournable, c'est le monnayeur automatique qui a vu son apparition exploser ces dernières années, surtout après le Covid. Mais le gros intérêt de ces caisses automatiques, c'est que vos équipes de vente ne manipulent plus du tout l'argent des clients. Donc plus de manipulation des pièces, plus de manipulation des billets
également. C'est important, hein, il y a différents types de monnayeurs automatiques. Certains peuvent être orientés côté vendeur, et donc c'est les équipes de vente qui vont prendre les billets du client pour les insérer dans la machine qui rendra des pièces. Bon, bah là, vous avez de la contamination croisée directement. Donc voilà, si vous êtes attentif à ces sujets-là, il est important de vous équiper de monnayeurs. C'est une perception d'hygiène très favorable aux yeux des clients, de ne plus avoir à manipuler l'argent pour vos équipes. C'est aussi pas de problème de nettoyage des mains entre deux clients, pas besoin de changer les gants, pas besoin de renettoyer les pinces. Voilà, c'est vraiment Sur les un gants, si je peux incontournable. faire une petite parenthèse, c'est pas parce qu'on a des gants que c'est propre, hein, souvent Euh, en boutique, on confond le fait d'avoir des gants, donc on a les mains propres. Non, les gants, c'est aussi sale que les mains si on les lave pas. Et en effet, entre la manipulation des pièces et des viennoiseries, c'est pas OK. C'est vrai qu'on le voit souvent, hein, le gant est mis pour servir le produit, et puis ben, on prend les pièces, et puis Mmh. voilà, ça ne sert plus à grand-chose. Heu, 3e point, qui est lui aussi très, très souvent, oublié et négligé dans les plans de nettoyage, c'est le terminal de paiement. Le terminal de paiement, c'est un des appareils ou un des endroits les plus sales dans une boutique. Il est manipulé des centaines, voire des milliers de fois, par vos clients, par vos équipes de vente. C'est pas simple à nettoyer, un TPE, hein, c'est, de l'informatique, donc c'est sensible, au produit qui vient s'infiltrer et qui peut vous le griller. Donc plus vous limiterez les manipulations par vos équipes des terminaux de paiement, mieux ce sera. Comment on fait pour limiter cela? Moi, je vous recommande d'avoir plutôt des TPE fixes qui sont orientés côté client, d'accord? Et que vous pouvez là aussi mettre sur mât ou fixer directement. Si en plus ces TPE sont connectés à la caisse, vous avez des nouvelles générations de TPE aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de taper les montants sur le PIN pad. Le montant est envoyé directement depuis le panier de la caisse, et dès acceptation de la carte, votre caisse enregistre la vente est clôturée, le ticket sort. Voilà. Comme en plus, de plus en plus, vous n'avez pas besoin ou plus d'obligation de donner le ticket au client, et ben, vous avez une manipulation qui est complètement limitée. Si vous voulez aussi pousser, je dirais, le schéma un peu plus loin, les TPE ont des nouvelles normes depuis janvier 2025. C'est une norme qui s'appelle le FRV6. Je vous conseille de vérifier si votre TPE l'intègre. Ça vous permettra quoi? Ça vous permettra d'accepter les paiements sans contact au-delà de 50 euros. D'accord? Donc des fois, si votre TPE n'accepte pas les paiements sans contact au-dessus de 50 euros, c'est que probablement il n'a pas été mis à jour pour cela. Et donc là aussi, on essaye de limiter, pardon, les manipulations du terminal par le client. Donc je vous l'ai mis, hein, le TPE, c'est comme une poignée de porte. La poignée de porte, on pense à la nettoyer. Le TPE ne fait pas toujours partie du plan de Ouais. nettoyage, mais il est Et pourtant, tout aussi il doit le lié, faire. Ouais. et pourtant ça doit être fait. Tout à fait. Dernier petit point, les cartes de fidélité. C'est vrai qu'on voit qu'il persiste encore beaucoup de cartes de fidélité via tampon. La fameuse carte à tampon où on nous offre la 11e baguette, ou des cartes à code. N'hésitez pas non plus à inciter vos clients, au-delà des aspects marketing, à passer au digital. Et donc, vous avez de plus en plus d'outils qui peuvent fonctionner soit via des wallets, soit via des applications, soit via du QR code, pour justement comptabiliser les ventes de vos clients fidèles, et ce, en le mettant plutôt, toujours pareil, côté client. Donc si vous avez un scanner, pensez à positionner le scanner de manière fixe côté client. Évitez ce qu'on voit malheureusement encore trop souvent dans les boulangeries, c'est-à-dire le client qui sort sa carte de son portefeuille, qui l'attend à la vendeuse, voire qui lui tend le téléphone. Donc je ne vous fais pas un dessin sur le niveau de propreté de vos smartphones, mais donc lorsque ceux-ci sont manipulés par les équipes de vente, au-delà du fait que de plus en plus, ils vont se verrouiller parce que vous n'avez pas de reconnaissance faciale, voire vous pouvez le faire tomber, c'est vraiment pas hygiénique du tout. Et puis dernier petit point, si vous faites des commandes,
là aussi, n'hésitez pas à passer sur des systèmes de commande qui soient directement saisis en caisse. La caisse, vous pensez à la nettoyer. Si vous avez, un carnet et des stylos qui traînent et qui sont mâchouillés, sur le bord du comptoir, et ben, ça aussi, c'est des éléments qui vont traîner un peu partout, que vous allez balader entre le bureau, la zone de vente, voire, la production, et donc là aussi, niveau hygiène, vous avez, des progrès à faire. Et tous ces sujets-là, il ne faut pas oublier qu'en cas de contrôle sanitaire, les contrôleurs vont regarder ce qui se passe en prod, mais aussi ce qui se passe en boutique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Alors, petite synthèse, du coup, je vous ai remis, ce qu'on faisait chez Menlog. Donc Menlog, on est une solution, globale d'encaissement. Donc on fait, des caisses, des bornes de commande, des TPE, des monnayeurs, spécialisés pour le monde de la boulangerie, que ce soit, des artisans, qui n'ont qu'un site, comme des réseaux, chaînés et multi-boutiques. Donc, on vous permet de gérer l'intégralité de votre activité, à la fois dans le point de vente, mais aussi en back-office, en prenant en compte toutes les spécificités liées au monde de la boulangerie, hein. Ça va être des produits au poids, ça va être différents canaux de vente, ça va être la gestion automatique des formules, la ventilation de la TVA. Toute la partie facturation telle qu'on a pu la voir, hein, entre les différents sites de production, et les magasins. Donc on a aussi une gestion commerciale, qui d'ailleurs est compatible avec la réforme de la facture électronique qui fera peut-être l'objet d'un autre, webinaire, pour moi, puisque c'est un gros sujet de réforme cette année. Mais voilà, toute cette partie-là est gérée et évidemment, comme on vous l'a dit, la partie connectique, monétique pardon, les monnayeurs, les TPE et cetera, est gérée. On vous fait une offre, spécialement, pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, on vous mettra un petit lien, ou non, il y a un petit sondage que Gwenaëlle Ouais, il y a un fera petit sondage. apparaître. Donc là, vous allez l'avoir. Si vous souhaitez que l'équipe d'Alexandre vous recontacte pour faire les solutions d'encaissement, de commandes, etc., et toutes les solutions proposées par Venlog, vous mettez oui. Si vous voulez pas qu'il vous recontacte, vous mettez non. Et au moins, on On contacte les vous personnes qui sont embêtera pas. intéressées. Voilà, et donc on vous offre un TPE si, vous décidez d'acheter une caisse chez nous. Bah, c'est Noël. Merci Alexandre. Tout à fait, c'est Pâques bientôt. C'est Pâques, ouais. Grosse section pour Bientôt les, les chocolats. pour les boulangers. Merci Alexandre. Alors, côté hygiène et qualité, Bastien, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, je vous propose la meilleure solution pour gérer votre hygiène et votre qualité, donc Octopus HACCP. Donc nous, ça va faire une petite dizaine d'années qu'on accompagne les boulangers, les laboratoires indépendants comme les groupes, mais aussi la restauration et les collectivités pour donner les lettres de noblesse à la qualité et vous dire qu'HACCP, c'est pas forcément que du bazar incompréhensible, mais qu'on va aussi pouvoir vous aider à gagner du temps, à être tranquille en cas de contrôle et maîtriser effectivement toute votre traçabilité à 100%. Donc on a vu quelques fonctionnalités de notre application. On peut aller un petit peu plus loin, notamment entre les liaisons avec le module livraison qu'on a directement dans l'application, avoir un système de checklist ou d'audit si vous avez un groupe effectivement qui vous permet d'avoir, si vous avez un référent qualité par exemple, de faire des audits directement dans les établissements et de pouvoir suivre ça au niveau du siège. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les DLC avec la belle présentation de l'étiqueteuse qu'on peut avoir si vous êtes intéressé par l'application. Donc tout ça, c'est un abonnement qu'on trouvera à partir de 55 € par mois, disponible sur iOS et Android évidemment. Donc si vous avez des questions ou vous voulez creuser un petit peu, vous voulez un devis plus précis, je vous invite à nous recontacter directement et de dire effectivement si vous êtes intéressé, que vous venez de la part du webinaire Octopus X Medlog. Comme ça, vous aurez une remise sur votre mise en service pour encore mieux commencer la vie avec Octopus. Top. Et donc, vous avez le Eh ben, petit merci messieurs. formulaire. On va répondre aux questions. Avant ça, si vous êtes dans le monde de la boulangerie, vous connaissez forcément l'incontournable magazine La Toc, en mars de cette année. Donc, Armand a réalisé un dossier spécifique sur les logiciels HACCP que je vous invite à lire, qui est passionnant. Il est allé interviewer
différents acteurs du monde de l'HACCP pour coupler un peu les besoins produits, les dernières tendances, etc. Donc, il fait un dossier comparatif sur différentes solutions. Donc voilà, ce dossier est disponible dans le magazine de la TOC. Dans le magazine de la TOC, je vous invite à y aller. Et sur latoc.fr aussi, vous pouvez le retrouver en ligne. Voilà, une saine lecture pour cette semaine. On vous offre, comme vous dites, donc comme promis, le guide HACCP de la boulangerie-pâtisserie qu'on a fait avec l'équipe d'Alexandre donc sur les problématiques vraiment HACCP, hygiène qualité liées au laboratoire. Et on vous offre aussi un autre guide pour la création d'un plan de maîtrise sanitaire qui va aborder un peu des sujets un peu plus larges et qui peut aussi vous aider à avoir un autre point de vue pour bien construire votre PMS à vous. Et les deux voilà, sont complémentaires et ça vous aidera à y voir plus clair sur tout ce qui est côté hygiène qualité et vous le recevrez par email à la fin de ce webinaire. Alors, je vais regarder les questions. Alors, Joanie, je sais que tu m'entends, qui est derrière. Je veux bien que tu mettes toutes les questions dans la partie questions. Ça me permettra d'y répondre plus facilement. Alors, on a une question de Jessica qui me dit, est-ce qu'on peut directement mettre la plaque chaude en cellule de refroidissement? Pas besoin d'attendre que ça descende en température pour le coup. Oui, évidemment, vous pouvez mettre un produit chaud en cellule de refroidissement. Si vos cellules de refroidissement est capable de refroidir directement à 10 degrés sans tomber en panne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'obligation là-dessus, c'est juste une question de bonne pratique. Parfois, les cellules sont très, très chargées et ça a du mal à refroidir. Donc, c'est pour ça qu'on conseille parfois d'attendre un petit peu avant de tout mettre en cellule. Une question de Frédéric. Je surgèle mes pâtisseries. Quand je les mets en vitrine après décongélation et finition, quelle date dois-je indiquer? Plus largement, quelles infos doivent être notées? Alors, les dates, les DLC secondaires, donc les dates de consommation, sont liées non pas au protocole, mais liées à ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, vous allez décongeler, je sais pas, par exemple, une plaque de brownie ou de gâteau de voyage, etc., sous réserve que ça se décongèle bien. Ça va pas être la même chose que si vous décongelez un produit qu'a, par exemple, de l'œuf cru ou des ovoproduits intérieurs. C'est-à-dire que la date va être plus courte sur des produits à risque que sur des produits qui ont moins de risque, qui sont plus stabilisés. Donc typiquement, tous les produits qui contiennent des ovoproduits, alors si c'est cru, on va conseiller du J0, ça c'est sûr. Si c'est cuit, par exemple une crème pâtissière, ça va plutôt être du J1, J2. Vous pouvez pousser jusqu'à J3, ça dépend des produits. Et en fait, ce que dit la réglementation, c'est qu'en l'absence d'analyse microbiologique, donc si vous n'êtes pas allé faire de tests en laboratoire, c'est 3 jours maximum pour les produits. Après, ça dépend des produits. Si vous êtes sur des produits secs, en général, vous ne les avez pas forcément congelés, mais par exemple, vous mettez des cookies, des gâteaux de voyage en vitrine, ça peut être plus que 3 jours. Mais là-dessus, en fait, la réglementation ne se mouille pas. Elle dit que c'est votre responsabilité. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir dans le GBPH, donc c'est le guide des bonnes pratiques d'hygiène des boulangers, qui est disponible, il est sur notre site web, mais il est aussi sur le site du gouvernement. Vous tapez GBPH boulangerie, tout tombe dessus. Dessus, il y a des indications pour certaines DLC pour des produits qui ont des durées plus longues. Mais attention, les durées doivent être courtes, surtout si vous travaillez des produits avec des ganaches, de la crème quand même fraîche dedans. Des produits avec des ganaches, des produits avec des masquages, des produits avec des crèmes pâtissières, etc. C'est des produits qui sont des nids à microbes. Donc, en fait, faites les durées les plus courtes possibles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et en règle générale, post-décongélation, on dit souvent aussi du J+3, mais c'est pareil, ça dépend des produits, en fait. Une pâte qui n'aura pas de type une pâte à pain ou ce genre de choses, vous pouvez avoir des durées plus longues qu'une pâte dans laquelle il y aura de l'œuf cru. Par exemple, une pâte à cookies qui va être décongelée, il y a de l'œuf cru dedans, on ne va pas la garder plusieurs jours. Donc ça dépend vraiment en fait des denrées que vous avez à l'intérieur de vos produits. Et les dates, pardon, j'ai pas fini de répondre. Les dates qui sont, enfin les infos qui doivent être inscrites sur l'étiquette, ça va être décongelé le, valable jusqu'à telle date. Donc DLC secondaire, telle date. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à remettre une question pour que je complète. Maude nous demandait, j'ai entendu qu'il pouvait y avoir des exemptions à l'estampille sanitaire en fonction des quantités produites. Qu'en est-il? Excellente remarque. Donc ça fait partie des cas particuliers. Alors, on est dans les cas particuliers un peu compliqués. C'est-à-dire que la réglementation ne se mouille pas. Elle dit, un établissement peut être exempté d'agrément sanitaire s'il livre d'autres établissements,
mais dans un cadre local et limité. Bon courage pour avoir une définition claire de ce que signifie local et limité. Alors, il y a des infos qui donnent une histoire de kilomètres. Je me rappelle avoir vu une histoire de si vous ne livrez pas à plus de 80 kilomètres, on considère que c'est local. Bon, ok. Et la notion de limitation, alors c'est ce qu'on appelle une remise directe avec activité marginale localisée restreinte. Donc, ça peut être considéré, alors on peut avoir d'autres infos comme qu'est-ce qu'on considère comme une activité marginale localisée restreinte. C'est grosso modo, on fait moins de 30% de chiffre d'affaires d'établissement, où il y a une question de volume, mais alors ça dépend des catégories de produits, donc c'est un bazar et c'est pas très clair dans la réglementation. On peut considérer que, par exemple, en dessous de 200 kilos par semaine, si vous faites plus de X centaines de kilos, bah, ça va être du marginal et localisé. Grosso modo, c'est à peu près incompréhensible. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas de poids, de kilomètres, de trucs, etc. On va juste vous dire local et marginalisé. Donc, marginalisé, c'est par exemple, vous êtes un labo de production, vous livrez le resto d'à côté de chez vous en pâtisserie. Ben, on va considérer que c'est local et marginalisé, ça vous êtes quand même capable de faire une traçabilité sur ce site. Par contre, si votre laboratoire ne fait que de la production destinée à être vendue sur d'autres sites, bah là, c'est plus le local et marginalisé. Ou si c'est la moitié de votre prod, ça ne l'est plus. Donc, c'est vraiment une question de seuil. C'est super flou. Et la réglementation ne se mouille pas. Mais par contre, en fonction du contrôleur que vous allez avoir, il peut vous embêter. Donc, le mieux, c'est d'aller demander conseil à des professionnels. Nous, par exemple, on travaille avec le Baker Craft Lab qui peut vous conseiller en fonction de votre région, je ne sais pas s'ils sont sur la vôtre ou pas, mais par exemple, qui peut vous conseiller sur les bonnes pratiques, etc. C'est des consultants qui sont spécialisés en boulangerie, qui vont vous accompagner sur toutes ces problématiques-là pour savoir si dans votre cas particulier, vous êtes sur une activité restreinte ou marginalisée ou pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question qui était quand on parle de revente à d'autres professionnels, et quel que soit le canal B2B, ou c'est uniquement en cas de revente à des pros des métiers de bouche, mais pas dans le cas de revente à des entreprises lambda. En fait, on ne parle pas d'entreprise lambda, c'est-à-dire qu'en fait, si vous vendez à un autre pro d'un métier de bouche, c'est considéré comme un professionnel. La notion d'entreprise, c'est un SIRET, une activité commerciale, etc. Donc, ça peut être un métier de bouche comme ça peut être autre chose. Donc, dans tous les cas, là, à partir du moment où vous vendez à une autre société, qu'elle fasse du métier de bouche ou pas du métier de bouche, c'est considéré comme de la vente en B2B. Donc, vous êtes, sauf si vous êtes vraiment dans un cas, le cas qu'on a vu juste avant, d'activité restreinte et marginalisée. Alors, une autre question de Jessica. Les outils, doit-on les mettre au froid une fois secs dans un bac? Donc ça, c'est plus des questions sur les plans nettoyage. En effet, alors il n'y a pas de on doit, il n'y a pas, la réglementation ne dit rien, vous vous débrouillez. En fait, vous devez nettoyer vos ustensiles et garantir qu'ils soient désinfectés jusqu'à l'usage. Les bonnes pratiques font que, en effet, souvent, une fois que c'est nettoyé, ça peut être filmé et mis dans une réserve ou parfois mis dans des chambres froides dédiées à cet effet sur les périodes de fermeture. Ou ça peut en effet être mis dans des bacs. L'objectif, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de contamination qui vienne sur vos ustensiles, mais il n'y a pas de réglementation spécifique là-dessus. Vous devez juste avoir des ustensiles qui soient désinfectés. Mais en effet, les mettre dans les bacs, fermer les bacs, sinon ça n'a pas d'intérêt. Une question d'Ali qui me dit s'il est engagé chez un concurrent, comment est-ce qu'il peut résilier un contrat 3 ans? Ça, je ne sais pas. Par contre, on peut vous appeler pour voir quelles sont vos conditions, mais en tout cas, nous, on ne peut pas résilier pour vous. Mais par contre, on sera heureux de vous présenter Octopus si vous le souhaitez. Je retourne sur le chat. Alors, Frédéric, je crois que je n'ai pas répondu à cette question. Ah si, pardon, je m'embrouille. J'ai répondu à la question sur la décongélation et les vitrines. Donc, je pense qu'on est bon. Est-ce que vous avez une dernière question pour Alexandre sur tout ce qui est flux, traçabilité, gestion des commandes en labo? C'est le moment. Je regarde si on n'a pas oublié de Il y questions. en avait Non, une de peut-être oublié. Baptiste à laquelle j'ai répondu, Ouais. qui avait 6 établissements sous une même société. Et donc, effectivement, à partir du moment où on est sous une même société, il n'y a pas de refacturation entre les sites, mais de mieux gérer les flux, ça permet de mieux tracer sa marge en analytique Ouais, compte.
C'est mieux. Surtout si vous grossissez, c'est mieux d'avoir une compta qui est clean. Il y avait une question de Benoît que j'ai ratée. En atelier pâtisserie dans une école et revente au personnel, quel est le cadre pour l'estampille sanitaire? C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites de la revente au personnel, on considère que c'est des clients normaux, enfin entre guillemets, c'est de la remise directe. Donc là, vous n'êtes pas dans un cadre de revente à des professionnels, même si c'est un prof de pâtisserie. Donc là, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'avoir cette estampille sanitaire. Le seul enjeu, c'est si vous allez livrer d'autres sites et que ce n'est ni marginal, ni, j'ai oublié le mot après, ni restreint. Voilà, et ben je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. J'espère que j'ai oublié personne. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à aller sur le site de Menlog, il y a plein d'infos pour apprendre plein de choses sur la gestion des labos, de la prod, des commandes, etc. Et sur le site d'Octopus pour trouver plein d'infos sur les bonnes pratiques en boulangerie. Ceux qui ont répondu oui pour qu'on vous contacte, on vous contacte avec plaisir. Et puis, on espère vous revoir bientôt sur nos webinaires. Nous, on en anime un autre dans un mois, tout pile, sur les bases de l'HACCP. Au mois de juin, on parlera des températures. Et puis après, ce sera la saison estivale. Donc, on fera un petit peu moins de webinaires. Mais n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page de Menlog et sur la page d'Octopus. Ça vous permettra de vous tenir informés sur tous les sujets réglementaires et toutes les innovations pour vous faciliter la vie au quotidien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.